Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 5e semaine de 2026, l'avis de l'Union revient sur la signature de l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde, sur la nouvelle enquête qui concerne X, sur le classement des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, sur l'ajustement des clauses du prêt à l'Ukraine et sur une étude sur le coût des PFAS d'ici 2050. Dans le club des 27, la stratégie de défense américaine inquiète les Européens. Le Conseil de l'Europe accueille des dissidents russes dans son assemblée parlementaire. La France continue le commerce d'uranium avec la Russie et l'Espagne veut régulariser massivement des sans-papiers. Et chez nos chers voisins, le Royaume-Uni voit l'extrême droite débaucher quelques personnalités conservatrices et le gouvernement annonce la restructuration de sa police pour avoir une police d'élite. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Commerce. L'Union européenne signe un accord de libre-échange avec l'Inde. Avec les bras de fer commerciaux engagés par les États-Unis et la Chine contre l'Union européenne, la Commission européenne, avec le soutien des 27, a conclu un deal avec l'Inde lui permettant de poursuivre la diversification de ses partenaires commerciaux. Les discussions auront duré 20 ans pour se terminer le mardi 27 janvier, date à laquelle la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, se sont rendus à New Delhi pour le sommet UE-Inde et ont rencontré le Premier ministre indien, Narendra Modi, avec qui ils devaient peaufiner les derniers détails. Ursula von der Leyen qualifie l'accord de libre-échange avec l'Inde de mère de tous les accords, n'oubliant pas de rappeler que cela va créer une zone de libre-échange de 2 milliards de citoyens. L'Union européenne bénéficiera de droits de douane avantageux sur plusieurs produits. Connue pour son protectionnisme sur le marché automobile, l'Inde consent à faire passer les droits de douane pour les voitures européennes de 110% à 10% pour 250 000 voitures par an, ce qui devrait aider les constructeurs européens actuellement en difficulté tels que Renault et Volkswagen. Côté pièces automobiles, les droits de douane devraient être abolis dans les 5 à 10 ans. Pour les machines, le taux passera à 44%, pour les produits chimiques à 22% et pour les produits pharmaceutiques à 11%. L'objectif est d'aboutir à la suppression totale des droits de douane d'ici une décennie. Au niveau de l'alimentation, les deux parties ont consenti à ne pas inclure d'accord sur l'agriculture, l'Inde souhaitant protéger son industrie laitière et l'UE ses producteurs de riz, de poulet, de bœuf et de sucre. Par contre, l'UE pourra exporter ses vins en profitant de droits de douane passant de 150% à 75%, avec une perspective d'aboutir à 20% après plusieurs années. Les spiritueux passeront à 40%, la bière passera de 110 à 50%. L'huile d'olive sera exemptée de droits de douane après 5 ans. Les deux parties ont convenu d'un mécanisme de sauvegarde bilatéral qui répondra à une perturbation du marché qui sera la conséquence de l'accord. En clair, si l'accord vient à pénaliser les producteurs d'une des deux parties, l'accord sera suspendu dans le secteur concerné. Pour les deux parties, c'est un moyen de se protéger de la concurrence chinoise et de réduire les effets des guerres commerciales. L'Inde et l'UE représentent 25% du PIB mondial et un tiers du commerce mondial. En 2024, les deux parties échangeaient pour 120 milliards d'euros de marchandises et 60 milliards d'euros de services, des chiffres amenés à évoluer dans les 10 prochaines années. L'UE estime le gain issu des diminutions de taxes de 4 milliards d'euros par an et la croissance exceptionnelle de 8,2% de l'Inde en 2025, couplée à l'accord de libre-échange, est une aubaine pour les producteurs européens. Reste aux deux parties à faire ratifier l'accord par leur Parlement. Numérique. La Commission ne désarme pas sur le DSA face aux géants américains.
Je vous en parlais au début du mois, Ursula von der Leyen avait publiquement pris la parole pour faire part de sa colère à l'encontre de X et de son intelligence artificielle, Grok, après que plusieurs victimes se soient plaintes d'avoir vu leurs photos détournées pour les dénuder ou pour dénuder des enfants. D'après Center for Countering the Digital Hate, entre le 29 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, 3 millions d'images sexualisées de femmes et d'enfants ont été générées, ce qui représente en moyenne 190 images par minute. Elon Musk a tenté de rassurer dans un premier temps en promettant de réserver la génération de photos par Grok aux abonnés de la plateforme, mais face aux réactions, il a tout bonnement proposé de supprimer la modification des photos de personnes réelles dans les pays qui l'interdisent. Lundi 26 janvier, la Commission européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle à partir de ce cas pour vérifier si X s'est conformé aux exigences légales pour réduire les risques systémiques liés aux résultats de l'IA. L'utilisation de Grok sera au cœur de l'enquête. Malgré les menaces de Donald Trump après l'amende de 120 millions d'euros adressée à X pour son manque de transparence et d'avoir refusé l'accès à l'algorithme aux chercheurs de la Commission, l'exécutif européen ne désarme pas. À cette enquête s'ajoute la prolongation d'une autre sur le système de recommandation de X, ouverte en 2023. Il était reproché à l'époque à l'algorithme de X de proposer en priorité des comptes liés à X et proches des mouvances d'extrême droite et d'ultra-droite. Suite à l'inclusion de Grok dans le système de recommandation, la Commission européenne a fait savoir qu'elle prolongerait l'enquête. La Commission européenne reproche à X de n'avoir toujours pas fourni de documents d'évaluation des risques. Elle avait notifié aussi, début janvier, que X devait garder toutes les archives concernant Grok le temps de l'enquête. L'exécutif européen veut attendre que les relations avec les États-Unis s'apaisent pour s'attaquer aux ingérences politiques européennes menées par Elon Musk via X, et notamment son implication dans la campagne des législatives allemandes de 2025. En parallèle, la Commission a annoncé que WhatsApp, ayant franchi le seuil de 45 millions d'utilisateurs annuels, sera désormais considéré comme très grande plateforme et devra appliquer le DSA. L'obligation ne s'appliquera qu'aux chaînes WhatsApp, qui peut être qualifiée de diffusion de contenu. International, les 27 approuvent le classement des Pasdaran comme organisation terroriste. Lundi 26 janvier, le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, déclarait que son gouvernement soutenait la proposition de classement des gardiens de la révolution islamique, l'armée idéologique du régime iranien, comme organisation terroriste. Initialement, l'Italie ne soutenait pas le classement des gardiens de la révolution comme organisation terroriste, mais les rapports se multiplient sur l'ampleur de la répression iranienne. D'après Human Rights Activists News Agency, en 31 jours de manifestations, les gardiens de la révolution auraient tué 6 221 manifestants, 17 091 cas seraient encore sous enquête pour déterminer le destin des manifestants et 42 324 manifestants ont été arrêtés. À quelques jours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 qui se réunissaient au Conseil, jeudi 29 janvier, un tel changement de position pouvait permettre de changer la position commune. L'Iran était bien à l'ordre du jour et l'enjeu était de convertir plusieurs États membres, surtout soucieux de garder des canaux de communication, puisque certains de leurs ressortissants sont encore détenus en Iran, mais aussi sur la question du programme nucléaire iranien. La Commission européenne a proposé des sanctions à l'encontre de 13 personnes au titre du non-respect des droits de l'homme, 2 au titre de la coupure d'Internet et 6 entités impliquées dans la répression. Depuis 2023 et suite aux manifestations en soutien à Mahsa Amini, tué par les gardiens de la Révolution pour port non réglementaire du voile,
le Parlement européen réclamait le classement des Pasdaran comme organisation terroriste. Les gardiens de la Révolution sont considérés comme un État dans l'État qui dirige la quasi-intégralité de l'économie iranienne et côté militaire, ils développent les capacités terrestres, cyber, aériennes, marines et dirigent le développement des missiles balistiques et du programme nucléaire. Reste que l'Espagne, la France et la Grèce étaient à convaincre pour atteindre l'unanimité. Mercredi soir, l'Élysée a annoncé soutenir le classement des Pasdaran comme organisation terroriste, malgré le maintien en résidence surveillée à l'ambassade de France à Téhéran de Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés après 3 ans de détention à la prison d'Evin et accusés d'espionnage au profit du Mossad. Le régime iranien tente de récupérer une prisonnière iranienne détenue en France. L'Espagne a aussi finalement changé d'avis. Restait la Grèce, mais aussi la Roumanie, qui n'avait toujours pas communiqué sa position. Finalement, jeudi 29 janvier, l'unanimité a été atteinte par les 27 pour classer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Ce classement permet d'engager des poursuites pénales contre ses membres, ses soutiens, à ceux qui participent à leurs réunions ou affichent publiquement leur logo. Cela pourrait aussi affecter les tentatives d'enlèvement et d'assassinat d'opposants sur le sol européen. Le ministre iranien de l'Intérieur, le chef de la police et plusieurs dirigeants des Pasdaran sont placés sous sanctions européennes. 21 entités et individus sont ciblés par ce paquet de sanctions, leur interdisant l'entrée dans l'UE et le gel de leurs avoirs placés sur le territoire de l'UE. Aide à l'Ukraine. Après que Mark Rutte demande des flexibilités sur le prêt, les 27 ajustent la clause d'achat européen. Lundi 26 janvier, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, était invité pour une audition conjointe des commissions sécurité et défense et affaires étrangères. Une audition où il a pu donner son avis sur les clauses concernant le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et notamment la clause qui oblige l'Ukraine à acheter du matériel dont 65% du coût doit contenir des composants européens. Mark Rutte demande aux Européens de faire preuve de flexibilité sur cette clause. Pour justifier cette position, il argue que les constructeurs européens ne produisent pas assez rapidement pour répondre aux besoins ukrainiens alors que les États-Unis ont du stock. Il rappelle que les États membres européens de l'OTAN achètent déjà du matériel américain pour le transférer à l'Ukraine dans le cadre de l'initiative Pearl, estimée à 500 millions d'euros. Une déclaration qui a, semble-t-il, fait changer d'avis les 27. Le Coreper, où siègent les représentants permanents des 27 pour défricher le terrain à leur ministre de tutelle au Conseil, ont inscrit la question à l'ordre du jour. Dans la clause d'achat européen, l'UE permettait à l'Ukraine d'acheter hors Europe seulement si les États vendeurs faisaient partie du programme SAFE. Une autre clause d'exemption existait déjà pour acheter dans des pays tiers si l'offre européenne n'existait pas pour certains équipements. Le 28 janvier, les 27 souhaitent ajouter des exceptions concernant, je cite, l'achat d'équipements essentiels nécessaires sur le champ de bataille. La nécessité permettrait de contourner la clause d'achat européen. Les 27 réfléchissent à intégrer plus de pays tiers au programme SAFE, ce qui nécessiterait une contribution financière de ces pays. Dans tous les cas, les 27 ont semble-t-il compris le compromis entre l'intérêt européen et les capacités de défense de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les représentants permanents trancheront cette semaine. Environnement. Les polluants éternels pourraient coûter 1700 milliards d'euros d'ici 2050. C'est une étude commandée par la Commission européenne qui fait froid dans le dos. Elle a été publiée le jeudi 29 janvier. Les PFAS, plus communément appelés polluants éternels, sont très utilisés dans l'industrie, mais polluent de plus en plus les sols et les cours d'eau. La Commission voulait estimer le coût pour l'Union d'ici 2050.
Le montant est pharaonique, 1700 milliards d'euros d'ici 2050, telle est la conclusion du rapport. Pour donner un ordre d'idée, le PIB annuel de l'Espagne est autour de 1500 milliards d'euros. Le coût calculé des PFAS comprend les coûts environnementaux, mais aussi sanitaires. Les PFAS sont classés comme cancérogènes et sont aussi des perturbateurs endocriniens. Ils affectent aussi le système immunitaire. Ils peuvent être liés à des anomalies du cholestérol, à une puberté précoce ou retardée, à l'obésité ou à l'endométriose. Si le cadre réglementaire et les normes d'autorisation d'utilisation des PFAS n'évoluent pas, le coût sanitaire des PFAS s'élèvera à 440 milliards d'euros en 2050. Entre 2020 et 2050, la production de PFAS pourrait tripler et atteindre 4,4 milliards de tonnes et 76,5 millions de personnes pourraient avoir des taux de contamination élevés dans l'UE, soit 1 Européen sur 6. En 2022, une étude alertait déjà sur les concentrations sanguines inquiétantes de PFAS chez plus de 14% des adolescents européens. Si le cadre législatif devient plus restrictif pour les PFAS, la dépollution des sites nécessiterait des dépenses à hauteur de 1700 milliards d'euros d'ici 2050. Si l'UE venait à interdire complètement les PFAS, ils disparaîtraient progressivement des organismes et il ne resterait qu'à dépolluer. La facture se chiffrerait à 330 milliards d'euros, mais certains experts qualifient ce scénario d'utopie puisqu'il provoquerait une levée de boucliers des industriels. La décontamination serait certainement à leur charge, en plus de devoir trouver un substitut aux PFAS. Les auteurs de l'étude disent que leur rapport sous-estime probablement les conséquences de tous les PFAS, puisque leur étude ne concerne que 4 d'entre eux. Passons désormais au Club des 27. OTAN, une stratégie militaire américaine qui vise à désinvestir l'Europe. Comme la stratégie de sécurité nationale il y a quelques mois, la stratégie de défense nationale américaine, publiée le week-end dernier, fait beaucoup parler en Europe. Alors que la première ciblait l'Europe comme vulnérable au déclin civilisationnel, pour mieux justifier que l'administration Trump soutienne des partis d'extrême droite européens, la stratégie de défense nationale, elle, va dans le sens d'un abandon à terme du soutien militaire américain. Fidèle à la doctrine des zones d'influence défendue par Donald Trump, la stratégie publiée par le Pentagone réaffirme que c'est à l'Europe de gérer la menace russe, qualifiée comme durable mais gérable. Les États-Unis perçoivent la Russie comme une menace, mais cette menace est plus grande pour l'Europe et donc elle doit prendre les devants de sa défense. Une publication qui a fait réagir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, lors de son audition au Parlement européen par les commissions Sécurité et Défense et Affaires étrangères. Il a tenté de rassurer les eurodéputés en disant que Donald Trump restait pleinement investi dans l'OTAN et que c'est grâce à lui que les Européens se réarment. Il tente de rappeler la complémentarité des deux versants de l'Alliance. Il a déclaré que les Européens n'étaient pas capables de se défendre seuls pour le moment. Une déclaration qui a fait réagir le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui répond que les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Un argument bien difficile à défendre pour le moment, tant les États d'Europe centrale et les États baltes comptent sur l'armement américain et le parapluie nucléaire américain pour les protéger. Un retrait des États-Unis fait poser des questions sur l'ampleur du retrait, si le Pentagone va rapatrier les soldats des bases américaines situées en Europe. Certains experts doutent d'un tel retrait massif, comme le général Richoux, qui considère que ces bases sont incontournables pour intervenir au Moyen-Orient. Xavier Titelman, ancien pilote militaire, désormais consultant en aéronautique et défense, va même plus loin en disant que la structure de communication chiffrée permettant de rendre interopérables les armées de différents pays de l'OTAN est américaine.
Côté coût, l'absence américaine ferait exploser la facture avec un coût qui représenterait 10% du PIB de l'UE, puisqu'il faudrait disposer d'une dissuasion nucléaire propre. Conseil de l'Europe. L'opposition russe autorisée à siéger à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Lundi 26 janvier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a autorisé 15 dissidents russes à siéger dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe, habituellement réservé aux députés nationaux des États membres choisis par leurs parlements respectifs. La Russie était membre jusqu'en 2022, où elle a choisi de se retirer sous la menace d'une exclusion du Conseil de l'Europe, organisation internationale distincte de l'UE en charge d'amender et de protéger l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'Assemblée parlementaire a donc approuvé la composition de la plateforme de dialogue avec les forces démocratiques russes, dont l'objectif est de provoquer un changement démocratique à long terme en Russie et d'instaurer une paix durable en Ukraine. C'est une décision inédite de la part du Conseil de l'Europe que de donner un statut officiel à des dissidents. Ils auront donc l'opportunité de faire entendre une autre voix russe, comme le déclare l'ancien oligarque devenu dissident Mikhail Khodorkovsky, qui préside désormais l'organisation politique Open Russia. Il a réussi à agréger autour de lui plusieurs opposants et à créer le comité russe anti-guerre au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On y retrouve entre autres Dmitry Gudkov, ancien député libéral du parti Yabloko de 2011 à 2016, Nadezhda Tolokonnikova, membre des Pussy Riots, Vladimir Karamurza, ancien conseiller de l'ancien vice-premier ministre russe Boris Nemtsov, Oleg Orlov, le fondateur de l'ONG Memorial, qui avait pour mission d'enquêter sur les crimes soviétiques, mais qui a documenté par la suite les dérives poutiniennes à l'encontre des droits de l'homme, ou encore Lyubov Sobol, avocate et militante anticorruption et ancienne membre de l'équipe d'Alexei Navalny. Jeudi 29 janvier, la plateforme des forces démocratiques russes se réunissait pour la première fois face à la présidente de l'Assemblée parlementaire. Les 15 dissidents accueillent ce statut comme un octroi de légitimité et un message au Kremlin que les Européens veulent continuer à discuter avec la Russie et notamment sa société civile, totalement étouffée sur le territoire russe. La délégation des dissidents russes retrouvera le Conseil de l'Europe en avril pour sa prochaine plénière. Pays-Bas. Accord de gouvernement entre les trois partis de centre droit. Mardi soir, le gagnant des élections D66 et son chef Rob Yetten s'est entendu avec le Parti chrétien-démocrate, le CDA, et le Parti libéral-conservateur, le VVD. Après 3 mois de négociations, la coalition de centre-droit sera donc minoritaire. Rob Yetten devrait logiquement devenir Premier ministre et son équipe gouvernementale devrait être investie vers mi-février. Une bonne nouvelle pour les Pays-Bas, qui avaient dû attendre plusieurs mois avant de parvenir à un accord lors des dernières législatives pour un gouvernement qui n'a pas tenu 1 an. Le gouvernement minoritaire sera donc obligé de travailler de concert avec d'autres partis pour trouver des majorités texte par texte, puisque les 3 partis ne totalisent que 66 sièges sur 150. Reste que l'extrême droite, même si elle est dispersée autour du PVV, qui a subi une sécession de 7 de ses députés, il n'en reste pas moins qu'elle est très représentée avec le Forum pour la démocratie et JA21. France. Greenpeace épingle le gouvernement pour la poursuite d'achat d'uranium à la Russie. Mercredi 28 janvier, l'ONG environnementale Greenpeace a publié un rapport sur la poursuite du commerce nucléaire entre France et Russie, malgré les nombreuses sanctions à l'encontre de la Russie qui s'accumulent depuis 2022 avec presque 20 paquets de sanctions européens.
Des paquets de sanctions qui épargnent jusque-là le commerce d'uranium, alors que le pétrole, le gaz et le charbon russe ont vocation à disparaître totalement des marchés européens dans les 5 prochaines années. Greenpeace révèle que la France n'a absolument pas rompu ses liens commerciaux avec Rosatom, le géant du nucléaire public russe. 18% de l'uranium enrichi importé par la France viendrait de Russie, d'après les données fournies par Greenpeace. Kazakhstan et Ouzbékistan fournissent presque 50% de l'uranium enrichi français. Mais comme le mentionne le rapport, le secteur minier kazakh est fortement dépendant de la Russie pour son exploitation et pour l'enrichissement de l'uranium, ce qui revient à financer directement la machine de guerre russe. Greenpeace appelle à sanctionner Rosatom dans les prochains paquets de sanctions. Jusqu'ici, la Commission européenne n'a toujours pas proposé de sanctions à l'égard du secteur nucléaire russe, certainement parce que les pays qui ont fait le choix du nucléaire sont fortement dépendants de la Russie. En juin 2025, l'exécutif européen souhaitait aborder le sujet, mais la France a fermé la porte instantanément, ce qui rend impossible pour le moment une proposition de calendrier de sortie du nucléaire russe. Le transit d'uranium entre Saint-Pétersbourg ou Oust-Louga, les 2 ports russes de la mer Baltique, et Dunkerque, se poursuit. Les douanes indiquent qu'il y a eu une baisse des importations d'uranium enrichi avec la Russie. Celles-ci sont passées de 67% en 2022 à 24% en 2024. La France reste dépendante de la Russie pour l'uranium de retraitement. Une seule usine au monde, à Seversk, en Sibérie, est capable de recycler l'uranium. Et même si EDF continue d'envoyer de l'uranium à Seversk, l'entreprise assure avoir pour projet d'avoir une usine de retraitement en Europe de l'Ouest. L'opérateur nucléaire français Orano, anciennement Areva, souhaite déployer de nouvelles capacités d'enrichissement nucléaire et de conversion, mais rappelle que cela nécessite des investissements massifs et en appelle à du soutien public. Tous ces éléments semblent battre en brèche le discours du gouvernement qui assure qu'il n'y a pas de dépendance à l'uranium russe. Espagne. Le gouvernement régularise 1,5 million de sans-papiers pour soutenir la croissance. Alors que tous les pays de l'UE prônent un durcissement des politiques migratoires, le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sánchez, va à rebours de ses partenaires européens. Mardi 27 janvier, il a présenté un projet de décret pour régulariser un grand nombre de sans-papiers, c'est-à-dire un texte qui ne nécessite pas de vote parlementaire, l'équivalent des ordonnances en France. D'après les estimations, ce sont entre 500 000 et 840 000 sans-papiers qui devraient bénéficier de la mesure. La ministre des Migrations, Elma Saïs, a précisé les critères de régularisation. Il faut que ces personnes soient sur le territoire espagnol depuis au moins 5 mois à la fin de l'année 2025 et qu'elles ne disposent pas d'un casier judiciaire pour formuler la requête de titre de séjour via une procédure accélérée. Le gouvernement ouvrira les demandes de régularisation début avril et elles se poursuivront jusque fin juin. La procédure accélérée n'excédera pas 3 mois d'après le gouvernement et le titre de séjour sera valable 1 an pour les adultes et 5 ans pour les enfants. Un titre de séjour qui donnera l'autorisation de travailler dès le premier jour dans n'importe quel secteur et dans l'ensemble du territoire espagnol. L'Espagne est l'une des meilleures croissances européennes avec 2,9% en 2025, une belle santé de l'économie ibérique qui reposerait sur la force de travail étrangère d'après les économistes. Et contrairement aux idées reçues, cela a un effet bénéfique sur le taux de chômage qui est passé pour la première fois sous les 10% depuis 2008. L'Espagne compterait 7 millions d'étrangers sur son sol, ce qui représenterait 14,3% de la population, pour une population totale de 49 millions d'habitants. Le parti de gauche radical, Podemos, soutient la mesure.
Le parti de droite, le Partido Popular, dénonce un écran de fumée pour faire oublier le tragique accident de train à Adamuz. Le parti d'extrême droite Vox dénonce cette décision en disant que le Premier ministre haït le peuple espagnol, dénonçant un appel d'air susceptible de, je cite, accélérer l'invasion. Fin de citation. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Royaume-Uni, Reform UK débauche des ténors conservateurs. C'est très révélateur de la droitisation du pays, mais aussi de la chute inexorable du Parti conservateur qui a gouverné pendant 14 ans et ne parvient plus à se montrer capable d'être encore le principal parti d'opposition à Keir Starmer, à tel point que ce sont 3 anciens ministres qui ont annoncé faire défection des Tories pour rejoindre le parti d'extrême droite Reform UK. Robert Jenrick, ancien secrétaire d'État à la migration entre 2022 et 2023, a été le premier à l'annoncer le 15 janvier. Ont suivi Suella Braverman, ministre de l'Intérieur de Liz Truss, puis de Rishi Sunak entre 2022 et 2023, et Nadim Zahawi, très furtif, ancien chancelier de l'échiquier, l'équivalent du ministre des Finances britannique, de juillet à septembre 2022. Depuis 2024, ils sont une vingtaine d'élus et d'anciens élus à avoir basculé à l'extrême droite, ce qui témoigne de la radicalisation d'une partie de la droite britannique, certainement facilitée par l'influence de Trump au niveau international. Même si les 3 anciens ministres tenaient déjà un discours de plus en plus radical, se plaignant, je cite, de l'invasion de migrants, le fait que Reform UK caracole en tête des sondages n'est certainement pas étranger au fait que ces élus changent de camp. Le 7 mai auront lieu les élections locales et Reform UK doit absolument réaliser des coups politiques pour affaiblir encore plus le parti conservateur qui reste en tête au niveau local. Mais chez les travaillistes, on ironise sur le fait que Reform UK recrute ceux qui ont participé au déclin du pays pendant les 14 ans de règne des conservateurs. Le paradoxe est que Reform UK, qui surfe sur la vague anti-système, choisit de débaucher des personnalités qui y ont pleinement contribué en participant au gouvernement Johnson, Truss et Sunak, ce qui pourrait brouiller son message auprès de sa base, encore plus après avoir déclaré que Reform UK n'était pas une organisation caritative de sauvetage de députés conservateurs en panique. La leader conservatrice Kemi Badenoch se félicite du départ d'éléments déloyaux. Elle avait annoncé l'exclusion de Robert Jenrick avant même qu'il annonce sa défection. Elle commence à gagner en popularité dans ses rangs, notamment en étant la première à proposer l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, une proposition reprise par le gouvernement. Les défections pourraient aussi profiter aux conservateurs, in fine, pour reprendre sa place au centre et marcher sur les plates-bandes travaillistes qui avaient récupéré des conservateurs déçus par la droitisation du parti et qui désormais souffrent de la concurrence des Verts. Au Royaume-Uni encore, le gouvernement souhaite la création d'une police équivalente au FBI. Lundi 26 janvier, la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood a annoncé la création du nouveau service national de police surnommé le FBI britannique. Ce nouveau service national de police sera en charge du contre-terrorisme actuellement assuré par le MI5, le crime organisé et la fraude. Une police d'élite qui aura pour objectif de cibler les grosses menaces du pays. Une restructuration qui devrait permettre aux polices locales de se concentrer sur leurs missions du quotidien d'après le gouvernement. La réorganisation locale devrait avoir lieu dès cet été. Les 43 forces de police régionales devraient devenir plus efficaces, modernes et visibles. La ministre de l'Intérieur déclare que le gouvernement va investir 130 millions d'euros dans l'intelligence artificielle pour faciliter le travail de la police et la rendre plus efficace, tout en débureaucratisant le travail de la police.
Pour la droite et l'extrême droite, la réforme pourrait renforcer le sentiment d'insécurité dans le pays. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 5e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.